Bienvenue et bonjour à tous pour ce 16e atelier du sommet virtuel du climat. Le thème du jour, c'est 67 millions de contributeurs, nudge et marketing social, des méthodes efficaces pour changer les comportements. Je suis Emeline Ivars, coordinatrice de l'Association des professionnels en conseil climat, énergie, environnement et également coordinatrice du sommet virtuel du climat. Et c'est moi qui ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour cet atelier. Donc, j'ai avec moi Sandrine Raffin, présidente chez LinkUp Factory, et Camille Kirn, consultante chez LinkUp Factory également. Nous sommes ensemble pour 1 heure. Alors, avant de commencer et de leur passer la parole, quelques petits mots sur l'événement et en particulier vous rappeler la mission de notre événement qui est de permettre aux entreprises et collectivités de s'engager, d'agir et d'avancer concrètement sur la voie collective de la neutralité carbone. Et comme vous avez pu le voir sur le programme, on a eu et on a encore jusqu'à demain une 50aine de webconférences et d'ateliers. Donc, n'hésitez pas à aller piocher toutes celles qui peuvent vous aider à avancer et qui correspondent à vos enjeux. Si vous n'avez pas pu assister à celle du début de l'événement, il y aura des replays qui seront disponibles courant décembre. Donc, n'hésitez pas à aller consulter le programme. Vous précisez également que cet événement est initié et coordonné par l'APCC et qu'il est coordonné et qu'il est coporté par l'ADEME, l'association Bilan Carbone et la fédération Sinov. Bien évidemment, cet événement n'aurait pas pu avoir lieu sans les nombreux soutiens de toutes nos parties prenantes et à ce titre, on souhaite remercier particulièrement nos sponsors et partenaires que vous voyez s'afficher à l'écran, mais également toutes les personnes qui nous ont soutenus vraiment de plein de manières différentes depuis notre première édition en 2019. On a à cœur de vous proposer un événement qui est gratuit et accessible à tous. Néanmoins, si vous souhaitez nous soutenir et contribuer à la pérennité de cet événement, n'hésitez pas à nous faire un don. Je vous remettrai le lien dans le chat un peu plus tard pendant l'atelier. Donc, pour les aspects logistiques liés à cet atelier, donc quelques points à noter. Posez bien vos questions dans l'onglet questions-réponses QR, puisque c'est là que les intervenants viendront les piocher. Et si vous avez simplement des commentaires ou des remarques, vous pourrez les faire dans l'onglet discussion en prêtant attention aux destinataires. Je précise également que les slides et le replay seront disponibles courant décembre et comme vous êtes participant à cette conférence, vous recevrez un email dédié quand celle-ci sera mise en ligne. Également, vous pourrez prendre rendez-vous avec nos intervenants et pareil, je vous remettrai les liens dans le chat. Il me semble avoir fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et donc je passe la parole à Sandrine et Camille. C'est à vous. Merci beaucoup, Emeline, et bravo pour l'organisation de ce sommet virtuel du climat. Un sujet complètement au cœur de l'actualité de tous les participants et du public, puisqu'on dit bien 60 millions de contributeurs. On a même inclus les bébés, comme vous voyez, on est très ambitieux parce que, évidemment, avec tous nos gestes, on a un impact dans notre quotidien, que ce soit en entreprise, dans nos vies, sur le climat. Et donc, on va vous parler de 2 notions qui sont, certains les connaissent, le nudge est un peu plus connu en France, le marketing social un peu moins, qui est l'ancêtre et presque la capsule théorique qui a permis de faire naître le nudge, et vous parlez de changement de comportement. Alors, peut-être juste en introduction et pour commencer, je tourne comme ça, je m'éloigne de Camille. On est une entreprise qui faisons du conseil dans le domaine de la RSE, également accompagner les entreprises sur leur démarche RSE. On pense aussi que c'est très important que les marques, et pas seulement les entreprises, portent vraiment l'engagement RSE de l'entreprise, mais aussi l'engagement de leurs consommateurs, qu'elles soient des marques de produits ou de services, parce qu'il y a la puissance de l'entreprise et de la marque pour aider à faire évoluer des comportements plus engagés, plus responsables au quotidien, qui peuvent avoir par de multiples aspects un impact sur le climat, comme vous le savez. Et dernier point, sur les changements de comportement, nous sommes très impliqués sur ces sujets, pour ma part, à titre personnel, depuis plus de 20 ans, sur les sujets de la prévention de l'obésité, le tabac, etc. On est agréé recherche et on collabore avec de nombreuses institutions ou associations sur les sujets de prévention santé. Et depuis 4-5 ans,
sur les sujets plutôt liés à l'environnement, puisque c'est vraiment notre cœur de sujet. Et on va parler aujourd'hui donc comment nous pouvons tous contribuer. Et donc, j'ai la chance, Evelyne nous a présenté, que Camille Kirn ait rejoint l'équipe depuis presque un an déjà, et qui elle-même a été formée au marketing social et au nudge quand elle a travaillé au Brésil. Donc, elle nous a rejoint pour travailler sur tout un tas de sujets, mais notamment ceci. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc, on a réalisé au début de Link Up, il y a 12 ans, un baromètre sur ce qu'on appelait le bien-être durable, la recherche de bien-être durable par les citoyens, par les Français. Et on a recommencé, puisqu'on s'était un peu interrompu, on trouvait que finalement, on n'avait plus d'éléments, parce qu'il y a beaucoup d'études qui sortent. Et puis, on a décidé de faire une étude en mettant vraiment le climat et la notion de climat au cœur ou en tout cas dans les possibilités de questionnement des Français au milieu de tout un tas d'autres items liés à l'engagement, donc l'engagement pour une meilleure rémunération des producteurs, l'engagement pour protéger son environnement, l'engagement pour la santé. Et quand on les a interrogés en 2021, alors qu'on c'était à peu près au mois d'avril, encore en sortie de confinement, eh bien, ça nous a vraiment frappé avec Ipsos, notre partenaire. On a vu que le changement climatique, dans une liste d'items dans lequel, à nouveau, il y avait la santé, tout un tas d'autres sujets, bien sûr liés à l'engagement. Ce qui préoccupe le plus les Français, quand on leur disait qu'est-ce qui vous préoccupe, et notamment qu'est-ce qui vous préoccupe le plus, c'était le changement climatique, tout en haut des items. D'autres questionnaires, notamment de l'ADEME, qui est le partenaire du sommet virtuel pour le climat, et d'autres encore, ont montré que les Français étaient très préoccupés par ce sujet. Leur deuxième préoccupation, c'était la pollution des océans, et la troisième, la pollution atmosphérique, autant de liens avec, en effet, l'environnement ou le climat, mais le climat en tête des préoccupations. Alors, quand on leur demande aussi à ces Français et on leur a posé la question, est-ce que vous pensez, et là aussi avec une liste d'items, on ne vous a pas tout remis, mais est-ce qu'ils estiment pouvoir contribuer à lutter contre le réchauffement climatique? Eh bien, ils sont 70% à dire que oui, ils pensent qu'ils peuvent faire quelque chose, qu'ils peuvent faire quelque chose dans leur quotidien. Mais, et on y reviendra parce qu'on représentera quelques chiffres un peu plus tard, ils se sentent majoritairement impuissants face aux questions environnementales. Il y a une partie qui se sent déjà agir, on va y revenir, mais notamment sur les problématiques environnementaux, ils ont le sentiment que finalement, ils sont un peu impuissants pour des raisons économiques, pour des raisons de connaissance, et de ne pas trop savoir finalement ce qu'ils peuvent faire dans leur quotidien ou se sentir empêchés de pouvoir aller plus loin dans leur quotidien et notamment en n'ayant pas le choix de pouvoir faire des choix plus favorables au climat ou à l'environnement. Alors, les comportements pour eux qui sont accessibles et qu'ils jugent le plus efficaces aujourd'hui, eh bien, on va retrouver dans ces comportements le fait de limiter le gaspillage. Donc, on voit que les campagnes de sensibilisation ont bien fonctionné, mieux recyclées et plus recyclées. Les modes de déplacement, les mobilités douces, on sait que le vélo, on a une véritable explosion de l'usage du vélo, mais pour plusieurs raisons, bien sûr pour les raisons à la fois écologiques, mais aussi pour des raisons d'exposition éventuellement au virus dans les grandes villes, et puis aussi sans doute pour des raisons d'aménagement de pistes cyclables, de faciliter l'accès à ces mobilités. Le fait de consommer moins, quand même 79% des Français, c'est un échantillon représentatif de la population française, et les Français répondent, on sait que ça aussi, c'est efficace, et la rénovation de son logement, puisque c'est aussi un sujet qui a été très porté depuis 2 ans. Pardon, je vais sur la slide suivante. Alors, quand on voit cette étude de l'ADEME qui vient de sortir en octobre, on retrouve un peu la même chose, trier les déchets, couper le chauffage, manger des légumes de saison, etc. Enfin, tout un tas de choses où finalement on n'est pas très surpris. Mais ce qui est très intéressant, c'est que l'ADEME a aussi demandé est-ce que vous pourriez le faire ou pas, vous le faites, vous pourriez le faire facilement ou vous ne pouvez pas le faire. Et là, on voit que bien que les Français nous disent on est très volontaire pour agir sur tous ces sujets, eh bien, quand même, et si on regarde le bas de la liste, souvent c'est ça aussi qui est intéressant de regarder, faire du covoiturage ou de l'autopartage, vous ne pouvez pas le faire. On est en train de toucher à quelque chose qui est
très important pour ces Français qui utilisent leur voiture au quotidien et parfois tout seuls pour faire leur trajet, eh bien, ça leur semble quelque chose de très compliqué. Utiliser les transports en commun plutôt que la voiture, 31%, et privilégier, par exemple, les achats de vêtements de seconde main plutôt que les achats neufs. Eh bien, là, on voit qu'on a des freins qui sont très importants, qui sont un peu moins importants sur les choses qui sont peut-être plus accessibles, même si on est bien sûr sur du déclaratif. Mais là, des freins importants sur leur capacité à changer de comportement sur des sujets qui sont assez symboliques d'une forme d'indépendance. Il ne faut pas oublier aussi que dans ces chiffres, et là, il n'y a pas le distinguo, on a 25% en moyenne de la population qui vit dans les campagnes, on appelle les néo-ruraux, ce ne sont pas des agriculteurs, c'est très peu d'agriculteurs dans la population française, à peine 4%, mais ces 25% qui vivent dans les campagnes, ils ne peuvent pas faire autrement que de prendre leur voiture. Mais là, l'idée du covoiturage ou de l'autopartage, eh bien, c'est vraiment touché à leur indépendance. Alors là, on a un petit dessin en anglais, mais qui montre que on a vraiment entre l'intention et l'action, eh bien, il y a vraiment souvent un fossé très important. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'intéresser au comportement. Et comme vous voyez sur ce petit dessin, on a le personnage qui dit « Je suis toujours très, très fatigué ». On lui dit « Mais si tu es fatigué, c'est parce que tu ne manges pas assez bien, tu ne fais pas assez d'exercice ». Et l'autre lui répond « Mais si je savais ce que je peux faire », et on continue à lui dire « Mais tu peux faire ci, tu peux faire ça ». Mais il n'y a rien à faire, en fait. Et donc, ce que veut dire ce petit dessin symboliquement et qui est très important à comprendre, c'est que l'information va faire changer peut-être les comportements d'une petite partie de la population. Elle reste un élément important puisqu'elle va permettre de donner l'orientation vers quoi je dois aller, mais l'information, aussi pédagogique soit-elle, ne va pas faire changer le comportement d'une grande partie de la population. Et en France, où on utilise peu le nudge et le marketing social, eh bien, on sait que, par exemple, l'information sur le tabac est extrêmement claire et pourtant, et depuis de nombreuses années, et même si on a des gens qui ont arrêté de fumer, que le prix du tabac est très, très élevé, on garde énormément de personnes qui continuent à fumer. C'est 27% de la population. Donc, rien à voir avec l'Angleterre, les États-Unis, les pays du Nord ou l'Australie, qui ont vraiment travaillé sur des campagnes de prévention et ont amené à changer la norme sociale, par exemple, sur ce sujet. Donc, l'information, oui, l'information sur ce que l'on peut faire, mais finalement, comment changer les comportements de ceux qui sont un peu plus résistants, qui pourtant disent oui, c'est important, je dois ou je peux contribuer, mais ne le font pas. Alors, les solutions face au changement climatique, quand on interroge toujours les Français, même étude de l'ADEME, eh bien, ils nous disent qu'ils sont tous d'accord et ce n'est pas plus, pas moins chez les vieux ou chez les jeunes, parce qu'on voit que les chiffres sont vraiment très, très proches. À part peut-être la dernière ligne, n'a rien à faire, le changement climatique est inévitable, 11% dans la population générale, 15% chez les 55 ans et plus, mais toutes les tranches d'âge, on a cette notion de dire, la première chose, c'est bien sûr, il y a les États, il y a le progrès technique, mais on doit changer de comportement pour limiter le changement climatique et le réchauffement climatique, puisque c'est plus de 58% donc, au global des Français. Donc, ça reste très important de voir que on est prêt, mais comment allons-nous pouvoir stimuler cette capacité qu'ont les Français à mieux contribuer dans leur quotidien? Alors, les fondements théoriques de notre atelier, ce sont à la fois l'économie comportementale, c'est sans doute à cette occasion que vous avez entendu parler du nudge, et notamment grâce à la fois des prix Nobel et des livres qui sont extrêmement intéressants et qu'on vous invite à lire et à découvrir, qui sont extrêmement intéressants dans la façon d'approcher les sujets. On a même ajouté Esther Duflo, une femme prix Nobel de l'économie, parce que Esther Duflo parle aussi d'un sujet dont on va reparler, qui est de tester des choses en conditions réelles et de co-construire avec les populations. On y revient dans un instant. Et puis, j'ai eu la chance de pouvoir écrire un ouvrage que vous voyez en bas à gauche, avec Patricia Gurvies, qui est professeure de marketing social à AgroParisTech. Et donc, on a pu écrire un livre pour essayer de mieux faire connaître le marketing social et ensuite, avec un certain nombre d'autres professionnels, créer l'Institut du marketing social que vous pouvez découvrir et qui a son site Internet. Alors,
On parlait un instant de l'impact collectif, et ça aussi, ça fait partie des fondements théoriques des démarches qu'on va vous présenter, en distinguant bien d'un côté, qu'est-ce qu'on peut faire dans l'entreprise auprès de ses équipes, de ses collaborateurs, pour qu'ils contribuent au quotidien au changement de comportement dans leur activité au sein de l'entreprise, mais aussi qu'est-ce qu'on peut faire auprès des citoyens, donc dans les villes, dans les collectivités, dans les communautés. Eh bien, un des éléments aussi qui nourrit notre modèle chez LinkUp, parce qu'on a fait un peu une synthèse, on est allé chercher les éléments qui nous semblent intéressants, c'est aussi le collective impact. Alors, le collective impact, je ne vais pas trop le détailler, on va aller le regarder plutôt en action, mais ça a été modélisé à Stanford et ça démontre la force de l'impact collectif, évidemment avec une structure, des évaluations, la façon d'avoir une communication qui reste importante, mais dans une notion de feedback entre le terrain et les structures qui organisent, donc cet esprit de la co-construction. Mais voilà un peu les fondements théoriques, beaucoup de publications. Il faut que vous sachiez que tant sur le marketing social que sur le collective impact, il y a des publications scientifiques, il y a un congrès aussi européen et des congrès mondiaux sur le marketing social. Et avec l'Institut du marketing social, on espère pouvoir le faire venir à Paris. Alors, ça sera un peu plus tard, on verra aussi, ce sera sans doute en 2025. Ce sont à peu près les objectifs qu'on se fixe pour mieux faire connaître justement ces approches. Alors, je laisse la parole à Camille qui va vous expliquer comment tout ça fonctionne. Oui, merci. Je vais vous raconter un peu justement toutes ces théories dont Sandrine vient de parler. Qu'est-ce qu'elles nous racontent finalement de nos comportements et comment elles peuvent nous permettre d'expliquer aussi un peu ce gap, cet écart qu'on a vu entre intention et action et le fait que les Français se revendiquent informés, engagés presque, mais finalement ne passent pas nécessairement tout le temps à l'action. Ce qu'elles nous disent, ces théories, c'est que finalement, à l'inverse de tout ce que les théories un peu classiques économiques nous disent depuis des décennies, l'être humain n'est pas rationnel et nous ne sommes pas 100% capables, en toute situation, de calculer, de mesurer l'utilité qu'on va pouvoir retirer, le bénéfice qu'on va pouvoir avoir de notre prise de décision. À l'inverse, et c'est la théorie de Daniel Kahneman qui était un des 3 prix Nobel, 95% en réalité des 35 000 décisions en moyenne qu'on prend par jour, on les prend en mode pilote automatique. Donc, on les prend plutôt basées sur nos habitudes, d'une manière assez rapide. On fait des associations d'idées, on ne rationalise pas cette prise de décision et ça peut expliquer effectivement qu'on passe plus par l'intuition que par le rationnel et qu'on n'adopte pas forcément le comportement le plus vertueux au moment où on est amené à le prendre. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que finalement, ce qu'on nous dit dans ces théories, c'est que nous sommes irrationnels, mais nous sommes finalement irrationnels de manière prévisible. Et en fait, on est capable, si on analyse bien le contexte de la prise de décision, si on analyse bien l'individu, le groupe qui est en train de prendre cette décision et les biais qui s'appliquent à cette prise de décision, on est capable finalement de potentiellement influencer, modifier, motiver un changement de comportement vers quelque chose de plus vertueux. Très rapidement, les déterminants du comportement sont multiples, évidemment, et on a essayé de les résumer comme ceci, mais ça commence évidemment par des facteurs environnementaux, donc c'est tout ce qui nous regarde, qui est autour de nous, dans notre communauté, avec lesquels on est en lien directement, qui vont pouvoir influencer et déterminer notre comportement sur tel ou tel sujet. C'est aussi l'influence que peuvent avoir les autres sur nous, c'est les normes sociales qui évoluent, et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que, par exemple, sur le recyclage aujourd'hui, ce n'était pas le cas il y a 10 ans, mais aujourd'hui, on considère que c'est une norme sociale de faire son tri. Et du coup, ça peut pousser beaucoup de gens à lever des freins et des barrières sur si tout le monde le fait, si mes pairs le font, si mes proches le font. Moi aussi, je veux faire partie de cette communauté, de ceux qui recyclent, en l'occurrence, dans cet exemple. Il y a un autre type de facteurs qui influent les comportements, ce sont les facteurs dits cognitifs. En réalité, c'est assez tourné autour de la psychologie et des biais qui peuvent s'appliquer en fonction des contextes et des personnes. Par exemple, il y a un biais très évident, et on en parlait à l'instant, sur le fait de ne pas avoir l'information. Donc, c'est ce qu'on appelle la science, mais c'est si je ne sais même pas que je peux recycler mes capsules en alu de café dans ma poubelle jaune, je ne vais pas le faire. Donc, c'est quand même la première étape, mais on l'a dit, l'information n'est pas... elle est nécessaire, mais non suffisante pour le changement de comportement, parce que d'autres biais peuvent s'appliquer, comme le biais de statu quo, c'est-à-dire je préfère finalement maintenir la situation telle qu'elle est plutôt que de faire un effort pour la changer, même si je suis conscient du fait que c'est le meilleur choix pour moi ou pour la planète.
Par exemple, on a pu voir des expérimentations faites en Allemagne sur des populations autour de leur choix de fournisseurs d'électricité. Quand le choix était par défaut 100% renouvelable, même s'il y avait un écart de prix défavorable, ce choix-là était beaucoup plus maintenu et réalisé que si on leur donnait le choix entre électricité 100% renouvelable et électricité mixte avec un écart de prix. Donc, le fait seulement de donner un choix par défaut vertueux déjà apporte un changement de comportement. Et puis, les derniers facteurs sont les facteurs comportementaux, donc là, liés à finalement tout ce qui nous regarde sur nos pratiques, nos compétences personnelles, la confiance qu'on peut avoir aussi sur le fait que notre action compte, que chaque petit pas peut faire partie d'une action plus grande, que les petits ruisseaux font les grandes rivières et qu'on participe finalement à un projet plus collectif. Parce que parfois, dans les questions de développement durable, on peut avoir l'impression que notre action individuelle n'a pas de réel effet. Et si on arrive à le replacer dans un ensemble de comportements, un ensemble d'impacts, tout de suite, ça motive au changement. On l'a dit, il y a plusieurs catégories de gens. Et effectivement, dans notre observatoire des comportements engagés dont on parlait en introduction, on a réussi à dégager des profils de Français qui vont des plus engagés en passant par les plus ceux qui veulent mais qui ne savent pas vraiment comment le faire, et puis enfin ceux qui sont vraiment soit réfractaires, soit indifférents au changement. Vous reconnaîtrez peut-être, pour ceux qui la connaissent, la courbe de l'innovation, d'adoption d'une innovation. Donc c'est avec ces fameux early adopters, donc qu'on voit à gauche les engagés qui sont déjà optimistes, confiants. C'est 28% de Français qui sont déjà en train d'agir et qui ont peut-être, pour aller un cran plus loin, besoin qu'on leur montre un peu plus, qu'on leur donne les clés pour agir voilà, concrètement dans leur quotidien. On a ensuite la grosse masse des 54%, des gens qui sont engagés ou concernés, en tout cas qui sont conscients du sujet, mais qui pour l'instant n'ont pas forcément encore adopté les bons comportements ou ont besoin d'y être poussés. Donc, ils ne voient pas le résultat de leurs efforts. Donc, c'est ce que je disais à l'instant. C'est très important de le replacer dans un impact collectif, ou ils n'ont pas les moyens d'agir et il faut le leur donner. Et enfin, les derniers, les plus réfractaires, effectivement, ce n'est pas forcément les premiers vers lesquels on va se tourner quand on parle de changement de comportement, parce que ça va être plus compliqué de les engager, mais c'est quand même des gens qu'on va pouvoir impacter en impactant finalement les deux autres parties de la population qui vont tirer finalement le train vers le changement plus global. On vous a relisté, sur cette base-là, on voit qu'il y a plusieurs types de profils, et c'est pour ça que c'est très important, quand on va vouloir changer un comportement, de bien comprendre le comportement de qui on veut faire changer. Si vous voulez faire changer le comportement de vos pères, de vos parents, de vos amis sur le recyclage, sur mettre en place un compost chez soi, vous n'allez pas forcément passer par ce qui vous a fonctionné pour vous. Il vaut mieux d'abord essayer de comprendre pourquoi ça ne marche pas pour eux, quels sont leurs freins, les blocages qui peuvent s'appliquer et quels sont les leviers sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour enclencher le changement de comportement. On vous en a mis 4 ici qu'on trouve très intéressants. Il y en a évidemment d'autres et on développera dans nos exemples. Mais il y en a, ces 4-là nous semblent très intéressants. Le premier, c'est effectivement ce que je disais tout à l'heure sur l'identification au pair, donc de permettre la transmission des messages et des pratiques, donc par ceux qui nous ressemblent finalement, par ceux qui sont proches de nous et auxquels on peut s'identifier et donc construire une norme commune et un sentiment d'appartenance très fort qui pousse au changement de comportement. Et on se dit qu'on peut le faire puisque on a confiance dans ceux qui le mettent déjà en place. Et on l'a vu dans plein d'études, les Français ont plus confiance dans leurs proches que dans l'État ou dans les entreprises notamment. Le rôle fondamental de l'expérience, effectivement, ce à quoi on a accès par l'expérience, c'est beaucoup plus simple de le mettre en pratique sur le long terme et donc de s'engager et d'adhérer au changement de comportement plus général. Maximiser l'engagement grâce au sentiment d'auto-efficacité. Ce sentiment d'auto-efficacité, c'est ce que je disais, le fait de sentir que notre action a un impact, que chaque action compte et que la somme de tout cela va avoir un réel impact, et notamment sur le changement climatique. On le voit qu'il y a un sujet assez anxiogène sur lequel on se sent impuissant. Ben justement, redonner le sentiment de puissance, c'est très important pour donner à voir la contribution que chacun peut apporter. Et enfin, adopter un ton positif, c'est justement les difficultés sur les questions de développement durable et climatique, c'est qu'on peut parfois avoir l'impression de faire la morale ou de donner des leçons à nos proches ou à nos pairs quand on veut leur faire changer le comportement. L'idée, c'est d'être positif, d'axer la démarche sur le plaisir perçu et les bénéfices qu'on va pouvoir associer à notre changement.
avec des messages assez simples et surtout en ne culpabilisant personne. On peut prendre l'exemple, par exemple, du covoiturage, où on voyait tout à l'heure qu'il y a des gros blocages. Effectivement, si on se base juste sur le fait que le covoiturage, c'est bon pour le climat, ça ne va pas forcément pousser à l'utilisation. Si on tourne un peu les choses autour du bénéfice de rencontrer de nouveaux gens, passer plus de temps avec d'autres gens, etc., ça peut être intéressant. Ou l'utilisation des transports en commun, axé comme un moment aussi où on peut avoir un peu plus de temps utile, notamment comparé à l'utilisation de la voiture où on conduit et on ne peut rien faire d'autre. Donc, voilà, essayer de valoriser d'autres éléments, d'autres bénéfices que le simple effet climatique qui est déjà très positif, c'est certain. Et enfin, l'un des outils, on en parlait tout à l'heure, Sandrine l'abordait, le nudge, c'est effectivement quelque chose dont vous avez certainement déjà entendu parler, mais c'est ce petit coup de pouce qu'on met dans le contexte de la prise de décision. Donc, au moment où je vais m'apprêter à agir et potentiellement à agir d'une manière contre-productive, si on pense à l'impact climat ou à l'impact social, eh bien, je vais avoir ce petit coup de pouce, ce petit élément qui va me faire agir finalement, tout en respectant mon libre arbitre. Donc, je ne suis obligée à rien, je ne suis contraint à rien, mais on me pousse vers le bon comportement. Donc, on vous a mis quelques exemples qui ont pu fonctionner sur la lutte contre les déchets ou contre l'utilisation du papier, avec c'est pas mis vers une poubelle dans des lieux, dans des espaces publics qui finalement ne vous forcent à rien, mais vous incitent à vous diriger vers la poubelle pour jeter vos déchets. La vision de l'Amazonie, en tout cas de l'Amérique latine, et donc de la déforestation sans même qu'elle soit nommée du fait de votre geste d'utilisation du papier, ou encore cet exemple d'un concours étudiant qui avait été réalisé à AgroParisTech il y a quelques années sur la rationalisation de votre consommation d'eau quand vous utilisez une bouilloire. On en met toujours trop et on finit par la jeter avant de la re-remplir. Donc, pourquoi ne pas déjà avoir une indication, ces petits stickers qui vous indiquent la quantité nécessaire et suffisante, et comme ça, on évite toute forme de gaspillage. Les nudges, le principe, c'est évidemment que ce soit des interventions pas très chères, qui viennent s'insérer dans le contexte actuel et qui sont efficaces pour changer des comportements de masse. On en verra d'autres exemples au fur et à mesure. Alors, on a, par rapport à ces approches, on a essayé de montrer un peu les fondements théoriques et quelques leviers, mais en fait, ce qu'il faut surtout voir, c'est que si on veut changer les comportements, il faut se plier à une méthode. Très souvent, pour changer les comportements, on va essayer de trouver justement des leviers dans lesquels on croit, on va les tester dans des focus group et on va partir sur des campagnes. Nous, ce que nous préconisons, c'est de mettre en place un dispositif préparatoire qui va prendre un peu plus de temps, un peu plus exigeant, mais dont on voit dans les publications scientifiques je dis scientifiques parce que les sciences comportementales ont beaucoup de publications et de thèses qui ont été réalisées. Et ce que l'on voit, c'est quand on applique cette méthode, on est vraiment beaucoup plus efficace et on atteint des résultats certains. Je vous parlais de sujets liés à la santé publique, mais c'est également le cas sur les sujets liés à la consommation de viande, à l'acceptation, par exemple, des produits, de manger végétarien, un repas à la cantine, etc., etc. Les campagnes et l'information, ça ne suffit pas. Je pense qu'il y a de nombreux représentants de villes. C'est un sujet très sensible sur lequel les parents, et d'autant plus lorsque ce sont des foyers qui sont avec des conditions peut-être un peu plus de vulnérabilité, à la fois sociale ou économique, on a beaucoup de mal à comprendre pourquoi on ne va pas remettre un produit carné en cœur de repas et avec une problématique d'acceptation de ces repas végétariens. Alors, ce qu'on fait dans cette méthode, c'est la méthode Link Up parce qu'on l'a un peu personnalisée, mais c'est aussi la méthode du marketing social, bien sûr. C'est dans un premier temps, et Camille l'a dit, on va d'abord voir à qui on s'adresse. On ne s'adresse pas de la même manière lorsqu'on s'adresse à des gens qui sont des CSP+, qui vont avoir des moyens de consommer, par exemple, bio. Si on se dit que de consommer bio, c'est intéressant pour son impact environnemental et climatique, et bien, on va avoir une partie de la population qui va se sentir empêchée. Donc, si on veut s'adresser à une population qui n'a pas les moyens de changer sa voiture pour aller vers une voiture électrique ou habite à la campagne et est obligé de garder sa vieille voiture et doit faire 50 km par jour entre amener les enfants à l'école et aller au bureau ou à l'usine, eh bien, c'est de bien regarder à qui on s'adresse, à qui on veut faire quoi et de bien caractériser sa cible. Et puis derrière,
analyser ce qui a été publié, j'en parlais, analyser, regarder les benchmarks internationaux, ce qui s'est passé dans d'autres pays. C'est vraiment extrêmement inspirant. Parfois, il n'y a pas grand-chose, mais souvent, il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes à aller regarder, soit sur le sujet qui vous intéresse, soit le sujet un peu à côté, mais qui va permettre de tirer des enseignements sur la façon, par exemple, d'agir dans une population de citoyens au sein d'une ville ou d'une collectivité plus large, un département, etc. Donc, on fait cet état des lieux et puis on va bien affiner et mieux comprendre notre problématique et la problématique de la cible. Quels sont les freins que rencontre cette cible pour pouvoir adopter le comportement et quels sont les freins qu'on va vouloir lever pour que, justement, on reprend notre exemple de covoiturage, eh bien, on passe à l'action et qu'on trouve un bénéfice à faire du covoiturage autre que celui qui a été expliqué ou comment, avec les arguments, trouver les bons arguments. Et en fait, pour trouver les bons arguments, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il est très intéressant de co-construire avec sa cible et pas seulement avec les experts. Alors, ce qui est souvent intéressant, c'est de mixer les experts et les utilisateurs, la cible qu'on cherche à toucher, lors de sessions de workshop, à la fois pour l'aspect idéatif, donc c'est vraiment du design thinking, pour mieux comprendre les freins et les premiers leviers, et puis de voir aussi si justement, ensemble, on va pouvoir trouver peut-être des éléments auxquels on n'aurait pas pensé, qui sont peut-être un peu connexes et qui vont faire appel aussi un peu plus à des projections. Donc, on a parlé du sentiment et d'efficacité, on a parlé des projections de valorisation de soi qui sont très importantes et donc pas uniquement nos aspects rationnels. Alors, un autre point très important, et tout à l'heure je parlais d'Esther Duflo et sur d'autres sujets parce qu'elle parle de co-construction, on parle aussi de tester le dispositif. Et de notre point de vue et de notre expérience, on a mené nombreuses expériences sur ces sujets, c'est de tester une fois que le dispositif a bien été mis au point sérieusement, on est un peu convaincu que ça va marcher, eh bien c'est de le tester en conditions réelles auprès d'un petit groupe de population et pas en laboratoire, mais vraiment en living lab, donc dans un quartier, sur un petit groupe de population, si on est à l'échelle d'une ville, dans une première partie de l'entreprise. Donc, pour pouvoir ajuster, éviter les dysfonctionnements qu'on n'aurait pas pu anticiper, c'est assez logique. Alors, le problème, c'est que ça demande de prendre du temps, mais donc de prendre un peu le temps de tester ou d'avoir des premières étapes pour la mise en place de la stratégie qu'on va développer, et on va aller sur des exemples concrets, avant de changer d'échelle et de développer. Et dernier point que nous enseigne le marketing social et les nudges, c'est cette notion vraiment d'évaluation du dispositif, de bien comprendre son impact, non seulement son impact sur les cibles finales, mais sur les cibles relais, puisqu'on va maintenant beaucoup vous parler dans les dispositifs concrets, en entreprise ou dans les villes, des cibles relais. Alors, on va vous parler de ces deux sujets, l'entreprise ou les villes, et il se trouve que Elab, qui est une entreprise qui fait à la fois des études et des sondages, des études du conseil, a publié ce baromètre, le baromètre des territoires, très récemment. Et donc, d'après les Français, et cette étude sur un échantillon représentatif à nouveau, quels sont les acteurs ayant le pouvoir de faire évoluer le monde dans lequel on vit? Eh bien, les Français nous disent les entreprises, et on en est très convaincus, avec en plus nos objectifs au niveau européen d'arriver à moins 50 de nos émissions de gaz à effet de serre, même moins 55, donc les entreprises 63%, le maire de votre commune, avant le président de la République, le président de votre région qu'on va retrouver aussi en 4e position. Donc vraiment la perception qu'ont les Français qu'on peut faire des choses à l'échelle de la communauté d'appartenance, que ce soit la communauté d'appartenance, l'entreprise ou bien la ville. Et on va commencer par l'entreprise. Je vais vous parler, oui, de l'entreprise parce qu'effectivement, les entreprises aujourd'hui se définissent de plus en plus des stratégies RSE, des stratégies qui regardent leur impact, et on fait ça avec nos clients. Mais l'un des défis, et en termes de changement de comportement, c'est comment faire que les collaborateurs de l'entreprise, finalement, deviennent des contributeurs à l'action climatique que se propose l'entreprise dans les prochaines années. On le voit toujours dans ce baromètre des territoires, un point intéressant, c'est qu'effectivement, dans la définition de l'entreprise responsable, qui est vue vraiment pas définie par Elab, mais qui est nommée comme telle entreprise responsable, le sujet de l'environnement fait son apparition
au premier rang des missions de l'entreprise responsable, à égalité avec la bonne santé et sécurité des salariés, qui paraît être un peu le contrat de base de l'entreprise. Et donc, l'environnement vient se positionner en première, en deuxième position, devant notamment la juste partage de la valeur créée par l'entreprise, la formation des salariés, etc. Donc, c'est vraiment un sujet très, très important en interne pour les Français interrogés dans cette étude. Donc, effectivement, comment faire en sorte qu'une fois que l'entreprise se définit ou est en train de se définir sa stratégie RSE ou s'est défini cette stratégie, comment faire en sorte que tous les collaborateurs se mobilisent? Eh bien, il y a des leviers qu'on a essayé d'identifier pour vous ici, des leviers pour finalement arriver à faire de ces collaborateurs des contributeurs. La première étape, ça reste toujours la compréhension, parce qu'effectivement, le sujet du développement durable, les impacts de l'entreprise, du secteur dans lequel se situe le collaborateur sont parfois assez flous. On a du mal à les concevoir, on a du mal à les replacer dans leur contexte. Donc, il faut reposer les bases. Ça passe évidemment par des outils, mais ça passe aussi par une action pédagogique. Donc, refaire un peu le bilan, en tout cas l'état des lieux de nos impacts, de l'entreprise, du secteur, voilà, du collaborateur, de tout ce qui peut toucher à l'impact développement durable de l'activité de l'entreprise. Et ça passe par des outils un peu plus classiques de communication, mais qui permettent finalement d'enclencher la deuxième phase qui sera l'appropriation, mais d'avoir un nom de démarche, par exemple, et c'est ce qu'on fait beaucoup, d'avoir un elevator pitch, c'est-à-dire être capable de, en 1 minute 30, résumer en fait quelle est la vision de l'entreprise en termes de RSE et ce vers quoi elle veut aller, et d'être capable aussi de rendre compte des objectifs qui ont été définis, et donc de se rendre compte que les objectifs de mon entreprise vont participer finalement à avoir un impact positif sur la société et sur la planète. Donc, c'est vraiment la première étape de base avant toute chose. La deuxième étape pour arriver à cette mobilisation, c'est finalement que chacun puisse s'approprier le sujet. Donc, pour ça, il faut le rendre tangible, il faut le rendre appropriable dans son métier, dans son quotidien. C'est toujours plus simple de s'approprier quelque chose quand ça nous touche réellement. Donc, nous, on a appelé ça la méthode de l'entonnoir inversé, qui facilite l'appropriation de chacun de ce type de stratégie, qui en général est assez complexe. Et je vais vous montrer un exemple de ce qu'on a pu faire pour l'un de nos clients historiques, le groupe Bell, qui a donc mis en place cette méthode de l'entonnoir inversé avec nous pour faire en sorte d'engager. Donc, ils ont une stratégie RSE définie depuis déjà de nombreuses années avec des objectifs très concrets, etc. Mais ils avaient quand même un défi de finalement comment mobiliser en interne tous les collaborateurs pour que les changements et les objectifs qui se sont fixés arrivent à terme dans les dates qui se sont fixées. Donc, cet entonnoir inversé, on l'a symbolisé ici, mais l'idée, c'est de partir finalement de ce que je fais déjà, donc partir de ce que le collaborateur quotidiennement réalise et lui faire se rendre compte que finalement, il fait déjà des choses pour la stratégie RSE et il contribue déjà à son échelle, dans son métier, dans son quotidien, à cette stratégie. Et ça peut enclencher donc ce sentiment de fierté de voilà, je fais déjà, donc maintenant, je vais peut-être avoir envie de savoir comment faire plus. Et là, on élargit et on donne à voir effectivement et à comprendre la démarche globale de l'entreprise, ses engagements, comment sa contribution à lui, individu, fait partie d'une big picture de ce à quoi l'entreprise veut arriver à terme, et donc lui de montrer un peu l'ensemble des choses possibles. Et en dernière étape, et là, le groupe Bell va aussi assez loin avec ses collaborateurs, puisqu'il veut le pousser à faire plus et donc à contribuer dans d'autres actions de la vie quotidienne ou dans son métier ou en dehors de son métier, mais dans l'entreprise, à contribuer finalement et à s'engager encore plus dans la stratégie de l'entreprise. Donc voilà, cette méthode de l'entonnoir inversé dont on vous donne l'exemple, c'est vraiment l'idée d'être pratico-pratique aussi et d'aller droit au but sur les éléments qui peuvent concrétiser l'engagement. Tout cela arrive à la dernière étape qui est finalement l'action, donc le changement, la prise de position et de mise en mouvement. Donc, pour faire de chaque collaborateur un acteur à part entière, ça passe par une méthode, nous, qu'on appelle d'ambassadeur, de création d'ambassadeurs. En fait, c'est l'idée d'avoir des relais, parce que mobiliser tout le monde en même temps, c'est assez compliqué. Mais par contre, si on l'a vu par les comportements, c'est important d'avoir l'influence des autres, l'influence de ses pairs, des gens qui nous entourent. Faire émerger des ambassadeurs au sein de l'entreprise, ça peut permettre effectivement comme un levier d'impulsion et d'influence en interne pour arriver à notre objectif de mobilisation. La stratégie pour favoriser cette création d'ambassadeurs, c'est effectivement de co-construire toujours avec eux, d'avoir un ensemble d'outils pour les former et qu'eux ensuite
notamment pour un groupe international comme Bell, puissent, dans les différents pays, développer leur discours, déploient les outils nécessaires à l'appropriation de la stratégie. On vous a remis les outils autour de cette stratégie qu'ils ont appelée Actors for Good, mais c'est l'idée d'avoir un toolkit pour ces ambassadeurs qu'on aura identifiés, qu'ils aient les clés en main pour finalement derrière eux engager et influencer les autres collaborateurs, des éléments d'affichage, des vidéos, des quiz, etc., pour favoriser l'interaction et faire en sorte qu'ensuite, on ait un déploiement global, mondial, auprès de tous les collaborateurs Bell qui se sentent impliqués dans la stratégie. Et l'idée, c'est qu'effectivement, la difficulté, souvent quand on parle de changement de comportement, c'est comment le pérenniser. Mais en fait, cette stratégie permet d'en faire finalement un sujet de fierté à la fois personnel et professionnel. On lie ici les deux, l'émotionnel et le professionnel, pour faire en sorte que cet engagement perdure dans le temps. Et on va le voir côté citoyen, il y a aussi des méthodes. Alors, comment amener les citoyens? On a bien dit 67 millions. Alors, on en a touché une partie dans l'entreprise, mais on vraiment les toucher aussi tous dans leur quotidien. Et comme les Français, on est convaincus que les collectivités locales et territoriales ont un rôle extraordinaire à jouer parce qu'elles interagissent avec le quotidien de ces Français et elles mobilisent aussi un certain nombre et elles interagissent avec des acteurs qui vont interagir avec nous tous. Alors, déjà, toujours cette étude est là qu'on a trouvée très intéressante et où les Français, secoués par la crise sanitaire, ça a été les conclusions, ils ont parlé de la France du proche, ont un peu redéfini ce qui était essentiel et ont parlé de ce premier cercle, à la fois un cercle social, mes amis, ma famille, mes proches, mes voisins, les gens que je croise lorsque je vais dans mes actions associatives, sportives, même dans ma consommation, etc. Et cette France et cette proximité qu'on peut avoir. Et puis aussi cette proximité donc aussi très géographique, parce que le schéma que vous voyez à gauche montre que on est vraiment, et pour changer les comportements, il faut s'intéresser à ces différents cercles qui vont interagir avec les personnes que l'on veut toucher et qui vont avoir un rôle d'inspirateur, de prescripteur et qui vont finalement générer une forme d'interaction émotionnelle. Quand on est dans l'échange avec des groupes sociaux, et un des participants, François Dumont, nous parle d'immersion dans la nature pour avoir une certaine résonance avec l'environnement, eh bien, en effet, ces éléments d'immersion, ces éléments d'expérience dont on a pu parler, on peut les vivre au sein d'une collectivité locale. Et bien sûr, on suit de très près, on est très intéressé par le sujet de villes climatiquement neutres et intelligentes en Europe à 2030. Donc, l'appel à manifestation d'intérêt qui était ouvert au niveau de la Commission européenne est absolument persuadé. Nous, on a beaucoup travaillé sur ville et prévention de l'obésité chez l'enfant avec des résultats publiés de baisse très importante, y compris dans les quartiers défavorisés. Et on pense que par des méthodes proches, on peut avoir les mêmes résultats sur le changement de comportement. Alors, je vais aller assez vite parce que Camille l'a expliqué, mais on propose de faire la même chose. Donc, déjà, d'avoir et de bien comprendre d'abord nos différents types de citoyens et quel type d'action on peut avoir lorsqu'on est parent, lorsqu'on a des enfants en bas âge, lorsqu'on est plus âgé, lorsqu'on est en fonction du cadre de la vie qu'on va mener au sein de sa collectivité. Mais toujours pareil, nommer la démarche, pouvoir faire référence au niveau local à un nom de démarche qui va permettre à chaque fois qu'on va faire une action de pouvoir se dire, ou que la ville va proposer de faire des actions dans cette vie quotidienne, de pouvoir dire je participe à telle action et qu'on ressente bien ce que disait Camille, les petits ruisseaux qui conduisent à la grande rivière, et puis bien clarifier les objectifs et rendre aussi un peu plus locaux les objectifs qu'on va se fixer. Donc, pas seulement d'atteindre cette baisse de 50% de nos émissions à 2030, mais de ce qu'on peut faire concrètement au sein de la ville, dans la consommation énergétique, peut-être dans la façon dont on va pouvoir y contribuer aussi via les modes de déplacement, de bien localiser et avoir un suivi des efforts qui sont faits, puisque plus on s'aperçoit, et quand on a entendu par exemple à Paris le fait qu'il y avait maintenant autant de vélos que de voitures, eh bien c'est stimulant et ça donne peut-être envie à certains qui hésitaient encore, à se jeter à l'eau et à prendre leur vélo.
Alors ensuite, on a parlé d'ambassadeurs. Donc là, on peut avoir des ambassadeurs locaux pour mettre en place une dynamique de changement. Et je vais citer ici, et je souris parce que je sais qu'elle nous regarde, l'initiative de la présidente de l'Institut du marketing social qui, pour initier les voisins de sa ville et les personnes qu'elle ne connaît pas à utiliser le compost, a pris avec d'autres personnes volontaires ce rôle d'ambassadeur pour aider à faire sa première action, d'aller jusqu'au compost, de montrer que c'est finalement quelque chose à intégrer dans son parcours de sa semaine, à quel moment, que ça ne sent pas forcément mauvais, etc. Donc, recruter des ambassadeurs, et ça, on sait que ça fonctionne, pour justement permettre d'adopter les comportements qui sont plus vertueux pour la collectivité et pour le climat, et évidemment de les doter d'outils, peut-être de les former, de les informer, mais on a beaucoup de bonne volonté sur lequel on peut agir. Et puis, de mesurer avant de changer d'échelle. Alors, il y a aussi, j'en profite pour répondre à une question, puisqu'il est une question qui nous est posée, qui dit, mais comment on fait quand on est peut-être dans une petite ville ou une très petite entreprise? Alors, soit on peut faire le test dont on a parlé tout à l'heure, le Living Lab, soit ce qu'on peut surtout faire après avoir fait ce travail d'impact collectif, c'est de démarrer la démarche dans son entreprise et surtout de ne pas hésiter à changer. Je crois qu'on a un peu une aversion particulière en France pour l'échec. Ce n'est pas forcément un échec, mais si ça ne marche pas, il faut s'en rendre compte et puis réadapter. Et là aussi, continuer, comprendre collectivement pourquoi une démarche n'a pas fonctionné pour la réorienter. Donc, c'est pour ça que les modèles d'évaluation sont extrêmement importants. Et ce que je vais vous citer, c'est une expérience qu'on a pu découvrir lors d'un des congrès de marketing social, donc un Living Lab, donc une approche qui a été faite dans une petite commune de Suisse, à la commune de Saint-Martin, qui, pour mettre en place l'adoption d'énergie renouvelable, a mis en place tout un dispositif de co-construction. Et ce qui était très original, c'est qu'il y avait à la fois les parents, mais les enfants aussi qui ont participé pour pouvoir exposer les différentes solutions qui étaient possibles, les contraintes que ça allait devoir apporter et pouvoir choisir. Il y a eu 2-3 parcours énergétiques qui ont été proposés au niveau de la ville et d'amener dans ce processus de co-création à créer de la valeur sociale, donc du bénéfice, parce que tout le monde y avait participé, c'était un peu leur démarche, leur projet, avec le naming aussi dont on a parlé, etc. Et les gens se sont appropriés beaucoup plus facilement les changements et les contraintes qui ont été avec pour aller vers ces nouvelles solutions et d'avoir un usage aussi beaucoup plus adapté des énergies renouvelables. Donc, pour finir et laisser peut-être un peu de temps aux questions, donc un point malgré tout sur ce schéma d'évaluation, comment on évalue. Donc, il y a un modèle sur lequel on a travaillé justement avec Patricia Gurviez, dont je parlais tout à l'heure, avec qui j'ai eu la chance de coécrire un livre sur ce sujet. Eh bien, ce modèle d'évaluation, il est important et je ne vais pas le détailler en détail. De toute façon, vous disposerez de la présentation. Mais il y a vraiment cette idée d'avoir bien son T0, où on en est au départ, et pas seulement dans la mesure de l'impact des comportements. Parfois, c'est difficile d'aller mesurer, on peut faire des questionnaires, etc., sur les personnes que l'on veut toucher. C'est difficile d'aller interroger les citoyens parce qu'ils participent éventuellement pas tous, mais c'est parfois pas aussi compliqué aussi qu'on le pense. Mais ce qui est important aussi, c'est de regarder ce que pensent les acteurs qu'on va vouloir mobiliser, les acteurs relais, et au sein de la municipalité, ils sont nombreux, avec les différents services de la municipalité, les affaires scolaires, on va pouvoir, on parlait tout à l'heure des problématiques de restauration scolaire, on va pouvoir mobiliser les associations sportives, peut-être même les commerçants, les parcs et jardins. Donc, on a vraiment la capacité à fédérer autour d'un projet commun et de regarder d'où on part dans, d'une part, la connaissance de ces acteurs, leur capacité à en parler, qui sont les personnes qu'on va pouvoir mobiliser, donc les cibles relais, et de bien regarder ce qu'on appelle la valeur créée, parce que c'est en créant de la valeur sociale, la valeur d'autosatisfaction, de valorisation personnelle, le sentiment aussi de compréhension, de se sentir partie prenante. On a dit tout à l'heure que quand on a interrogé les Français, pour certains, ils se sentaient empêchés parce que pas assez d'offres qui étaient à la fois accessibles, notamment, c'est ce qu'ils nous ont dit, et accessibles en termes de prix, accessibles dans leur consommation et leurs moyens, puisque on dit toujours, ah oui, mais il faudrait qu'ils payent plus.
Parfois, les gens sont prêts à payer un petit peu plus, mais pas beaucoup plus parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Donc, il y a une forme de frustration. Donc, voilà. Donc, se sentir partie prenante, ça se mesure. On peut faire des questionnaires et de regarder comment tout ça évolue dans le temps et comment on va avoir cette notion d'empowerment qui est un mot anglais, hein, mais ce qui veut dire un peu comment on a une forme d'autonomie contributive, de contribution qui s'acquiert, difficile à définir, mais c'est vraiment ce qu'on va chercher, c'est que les gens se sentent capables, se sentent partie prenante avec une forme de très relative, mais enfin de puissance, en tout cas d'efficacité, pour aller vers l'objectif. Voilà, donc autre petit exemple pour finir, parce qu'on voulait redonner un exemple de nudge. Hein, donc, la compagnie Opower qui a souvent utilisé les nudges dans ses façons d'améliorer aux États-Unis hein, la consommation électrique, eh bien, tout simplement, ce qu'ils ont fait, et ça pourrait être fait aussi en lien avec les fournisseurs d'électricité, dans un voisinage et avec des habitats proches, comment les voisins et vos voisins ont utilisé leur électricité et comment ils ont optimisé leur consommation. Et donc, ça a amené à se rendre compte que si mon voisin est capable de le faire, peut être efficace, eh bien, par rapport à tous les voisins, mes voisins proches, ils ont réussi à le faire, d'amener aussi la personne à se positionner par rapport à son voisinage et lui montrer que finalement, c'est accessible et ce n'est pas juste des grands yakafokons qui ont été décidés dans un bureau et qui sont difficiles à atteindre. Voilà, et donc pour finir, et on va regarder vos questions, qu'allez-vous mettre en œuvre pour mobiliser vos collaborateurs dans vos entreprises et vos concitoyens? C'est extrêmement satisfaisant de travailler sur ces sujets. Il y a vraiment urgence à décentraliser la RSE et la lutte contre le réchauffement climatique. Les citoyens n'attendent que ça, vos collaborateurs. Ça crée de la valeur aussi d'appartenance à l'entreprise, c'est vraiment tout bénéfice. Et l'important, c'est de se dire quel rôle ils vont pouvoir jouer, que peuvent-ils faire dans leur quotidien, le rendre accessible et leur montrer qu'ils sont importants dans ce dispositif et donc de décloisonner la RSE. Merci de votre attention. Je vais regarder les questions. Il nous reste à peu près 10 minutes. Alors, j'ai répondu sur la petite entreprise. Il y avait les notions d'engagé optimiste, je vais y revenir. Émilie nous dit « Ça fait quelque temps que je m'intéresse au nudge et il y a toujours 3-4 exemples. En trouver d'autres, déjà un peu tous, tout a été fait. » Alors, ce que j'ai envie de vous dire, et peut-être que Camille aura aussi un point de vue là-dessus. Alors d'abord, il y a des ouvrages qui en parlent, hein, donc je pense qu'il y a déjà une première source, mais surtout, de mon point de vue, qui travaille sur le marketing social depuis longtemps, et il faut aussi regarder que le nudge, c'est un outil dans le cadre d'une intervention plus globale où on doit vraiment activer d'autres sujets. On a parlé beaucoup de relais, d'ambassadeurs, de localisation, de l'action que l'on peut mener dans l'atelier, dans l'usine, dans le service. Et dans ce cadre-là, le nudge peut être utilisé. Et je vais vous en donner un autre dans l'entreprise hein, qu'on utilise chez Bell en ce moment. C'est sur la chaîne pour montrer que dans une usine qui fabrique la vache qui rit, que la personne qui travaille, eh bien, il y a des choses qui ont déjà changé puisque le pack est complètement recyclable, que maintenant on arrive à recycler le petit aluminium et que quelque chose a changé dans son quotidien et qu'éventuellement l'énergie qui est utilisée est une énergie verte. Mais aussi ce que cette personne peut faire par rapport au tri des déchets, etc. Et les nudges, ça peut être juste des stickers pour venir apporter une information. Donc, moi, ce n'est pas une baguette magique, le nudge. C'est dans un dispositif global, un élément intéressant. Et de mon point de vue, on l'a un peu présenté comme une baguette magique. Mais Camille l'a beaucoup étudié, le nudge, je la laisse aussi apporter son point de vue. Non, mais je suis tout à fait alignée avec ce point-là. C'est vrai que les exemples qu'on retrouve souvent, c'est aussi parce qu'ils ont été testés en général. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même quelque chose d'assez récent. Et donc, il n'y a pas forcément énormément d'études sur des nudges dont l'efficacité a été prouvée. En revanche, les nudges, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. On vous en a montré quelques-uns ça va du stickers à la mise en place d'autres éléments dans la prise de décision. Aux poubelles, par exemple, aussi animées. Ça peut être de la gamification. Donc, il y a beaucoup d'exemples autour de la gamification qui sont aussi des nudges. Il y a beaucoup on pourra vous envoyer des références en réponse à votre question. Mais c'est vrai que le nudge est vu toujours comme
Donc, quelque chose de magique, c'est une intervention qui fait partie d'un tout et dont il faut être capable de mesurer l'efficacité. Et c'est assez rare que ça aille jusque-là. Donc, voilà. Voilà, ça a été très mis en avant, pas forcément mesuré. Et en effet, je rejoins ce point de vue. Il y a aussi, on nous a parlé des mots qui ont été employés dans l'étude menée avec Ipsos, les optimistes et les confiants. Alors, ce ne sont pas, vous avez raison, c'est réducteur, ce n'est pas des optimistes et des confiants dans la vie, ça ne caractérise pas les citoyens, mais ils sont optimistes sur l'idée que leur action produit des effets. Qu'ils se disent on peut contribuer, on contribue et on pense que notre action conduit des effets. Et quand on leur dit ils sont confiants dans le fait qu'on va pouvoir trouver des solutions. Puisque aujourd'hui, il y a vraiment ceux qui sont confiants et ceux qui sont, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas inquiets, mais d'autres aussi, et encore une fois, vous savez, c'est quand on travaille sur ce genre d'études, on essaye de résumer un peu des profils et les choses sont plus complexes que ça. Donc, vous avez raison de souligner qu'il faut un peu se méfier aussi de la façon dont on va résumer et nommer les choses. On peut être aussi engagé et pas complètement optimiste, mais en général, c'est quand même important de croire que ce qu'on fait sert à quelque chose. Donc, c'est surtout dans cette idée-là, se dire ce que l'on fait sert à quelque chose, est-ce que ce sera suffisant ? Il y a beaucoup d'angoisse aujourd'hui chez les collaborateurs et on l'a vu sur tous les âges avec l'étude de l'ADEME sur le réchauffement climatique. Donc, pour engager, il faut qu'on sente aussi que son action va porter ses fruits et on le dit, les petits pas sont très importants. Plus on s'engage dans des petits pas, plus on va aller plus loin. Et c'est pour ça que bien sûr que ce ne sera pas suffisant et que l'important, c'est aussi ce que vont faire les entreprises, ce que vont faire les États, ce que vont des grandes décisions, mais l'impact que peuvent avoir collaborateurs et concitoyens, l'impact qu'ils peuvent avoir sur la perception de la consommation et de nos modes de vie, avec tout un tas d'actions qui pourraient justement changer les normes dans la façon de proposer des produits, etc. Il y a aussi un impact énorme. Donc, pour nous, il y a vraiment urgence à engager et en gardant un peu d'optimisme dans la volonté d'engagement. Alors, référence de Nudge sur les mobilités actives. Et il y a une autre, parce qu'il y a aussi dans la discussion, là je vois, il y a une autre question. Je sais qu'on va être coupé brutalement dans 3 minutes, donc j'essaie d'aller assez vite. Alors, sur les démarches de plan de mobilité active, je ne sais pas si on a des nudges, mais il y a des choses, en tout cas, vraiment intéressantes en marketing social, et notamment sur une étude très segmentée de la population dont on fait écho dans notre livre avec Patricia, qui a été réalisée en Angleterre pour bien comprendre, et je pense que la même étude aurait sans doute des résultats très similaires en France. Donc, il y a en tout cas des choses qui permettent de donner des éléments de compréhension sur les freins et sur la manière dont on pourrait stimuler les personnes et notamment sur les bénéfices ressentis et que ceux qui sont engagés aussi soient des ambassadeurs pour aller plus loin dans la mobilité active, mais pas en donnant des leçons à leurs proches. Donc voilà, j'essaie de répondre un peu vite. Et puis, est-ce que le nudge le plus efficace de fixer des objectifs annuels personnels, des points journaliers, l'intégration dans les procédures? Oui, on est tout à fait d'accord sur le fait que l'implication de la direction et le fait que la démarche de mobilisation des collaborateurs dans l'entreprise, elle doit être portée par la direction. On ne vous l'a pas montré, mais chez Bell et chez d'autres, il y a vraiment aujourd'hui, ça a été le cas chez Kellogg's aussi, par exemple, de mobiliser les collaborateurs en France, d'avoir une prise de parole de la direction pour engager et montrer que c'est important. Parce que ça c'est vraiment très important, de faire cascader la démarche RSE de l'entreprise. Ensuite, dans des objectifs, on croit beaucoup aussi à la vertu de la motivation personnelle. Bien sûr que ça peut faire partie d'objectifs, mais le meilleur moyen de changer une norme, c'est de créer quand même une volonté globale, un enthousiasme et on l'a vu sur des tas de domaines de la prévention santé et notamment en entreprise aussi, porte des casques, pour les oreilles, les bouchons d'oreilles, etc., etc. Il faut arriver à faire évoluer la norme et on arrive à la faire évoluer si justement il y a une adhésion, pas uniquement forcée, mais vraiment une adhésion volontaire. Voilà, à votre disposition peut-être pour…
en reparler. Et l'étude de l'ADEME, on mettra la référence. Ça y est, Anaïs l'a fait. Merci. Et donc, je pense que c'est tout qu'on a pu répondre à vos questions. Merci de votre attention. Et je vois, j'ai juste encore une question sur le digital. Le digital, dans un dispositif global, oui. Dans un dispositif aussi interactif, où on va amener les gens à s'auto-questionner, mais pour nous, dans le cadre d'un dispositif global. Voilà, ça a été rapide. Merci. Merci beaucoup, merci infiniment pour vos présentations et merci à vous, participants, pour vos interactions.